Le prochain exercice qu'on va faire, c'est un exercice sur les turbines. Donc, exercice module 4, 4.1 sur les turbines axiales. Donc, on considère la conception préliminaire d'une turbine axiale pour un moteur turbojet simple. La turbine d'un seul étage est prévue pour fournir la puissance au compresseur selon les conditions d'opération suivantes. Donc, on donne la puissance, le débit massique, la vitesse de rotation du rotor, les températures de stagnation à l'entrée de l'étage, les pressions statiques à la station 2 et 3, donc qui est l'entrée du rotor et sortie du rotor, la vitesse tangentielle à la mi-hauteur d'ailette, les angles d'écoulement et de l'écoulement relatif, donc à la station 1 et 2 respectivement. Donc, on nous donne les propriétés de l'air à cet endroit-là. Puis, on nous demande toujours à la hauteur, à la mi-hauteur de l'ailette. Donc, l'angle d'écoulement relatif au rotor, alpha R3, de même que l'angle d'écoulement alpha 2, en supposant que alpha 3 est égal à 15 degrés. Ici, phi qui est le coefficient d'écoulement, qui est simplement un ratio entre la vitesse axiale et la vitesse tangentielle, qui est égal à 0,8. Donc, on nous demande de tracer le triangle des vitesses. On nous demande aussi de déterminer les surfaces des aires de passage, A1, A2 et A3. Le nombre de mâts en la sortie du stator, donc MA2. Les ratios, donc ART sur ARR. Donc ART, c'est pour type ou en bout d'ailette. ARR, c'est pour en racine de l'ailette. Donc le ratio va nous donner un indice de la hauteur de l'ailette. Et les ratios de pression, P1 sur P3, P01 sur P03, ainsi que le rendement isentropique de la turbine. Donc ici, on nous précise qu'on peut faire certaines simplifications. Donc, on suppose que la vitesse axiale, elle est conservée. VA2 est égal à VA3. Donc, ça, c'est vrai pour le rotor. Et on nous dit ici que V1 est égal à V3. Donc, essentiellement, on veut avoir la même vitesse à l'entrée et à la sortie de la turbine. OK. Donc, commençons. Peut-être juste mettre un peu en contexte l'exercice. Donc, ici, on fait l'exercice 4.2. Donc, 4.2. Donc, pour ce qui est des stations, donc, on va utiliser une numérotation qui est propre ici à la turbine. Donc, si on dessine de façon très schématique notre turbine, donc on a un stator qui est suivi d'un rotor. Donc, pour la turbine, c'est un stator et un rotor, et pour le compresseur, c'est un rotor suivi d'un stator. Et si on fait attention, on est dans une turbine, donc stator suivi d'un rotor. Donc, la station 1, ça se trouve être l'entrée du stator. La station 2, c'est la sortie du stator, mais aussi l'entrée du rotor. Et la station 3, c'est la sortie du rotor. Parfait. Donc, ici, on peut peut-être juste résumer notre énoncé. Donc, ce que je mets ici en P curviligne, c'est pas de la pression, mais c'est la puissance. Donc, 2500 fois 10 à la 3 watts. Le débit massique est égal à 15 kg seconde. N, qui est la vitesse de rotation. Ici, on a 18 000 RPM. T01, ça c'est égal à 1200 Kelvin, donc à l'entrée du stator. P2 est égal à 391,4 kPa. P3, donc, qui est la sortie du rotor, 303,1 kPa.
Donc, U est la vitesse tangentielle. On rajoute l'indice M pour préciser que c'est à la au rayon moyen, à la mi-hauteur. Donc, 325 mètres par seconde. Donc, on nous dit qu'à travers la turbine, le rayon moyen est constant. Donc, c'est égal à une constante. Donc, notez qu'on aurait pu avoir la situation où on a le rayon à la racine qui est constant. Donc, on aurait pu avoir rayon à la racine constant et le rayon en bout des lettres qui augmente. Donc, ça aurait été cette configuration des C, S, R. On aurait toujours eu les mêmes stations. Donc, maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a le rayon moyen constant. Donc, ça veut dire que c'est un peu en effet d'entonnoir, comme ça ici. Donc, on a le rayon moyen qui est constant. Donc, on a toujours, encore une fois, notre stator et notre rotor. OK? Donc, on a toujours les mêmes stations. C'est toujours les mêmes stations. Donc, ça va nous aider pour éventuellement calculer les surfaces. Le fait qu'on sache que une fois qu'on trouve un rayon moyen, que ce soit la station 1, 2 ou 3, ben, ça veut dire qu'on a les mêmes pour les autres stations. Alpha 1, qui est l'angle d'écoulement. Donc, on nous dit que c'est 0 degré. Donc, ça veut dire que l'écoulement arrive purement axial. Alpha R2, ça ici, c'est 24,5 degrés. Donc, pour ce qui est des propriétés de l'air, donc on a gamma qui est égal à 1,33. CP qui est égal à 11,48 joules par kilogramme Kelvin. Et R, la constante des gaz, 2,87 joules kilogramme Kelvin. Donc, on nous précise que les vitesses axiales, du moins à travers le rotor, donc VA2, qui est égal à VA3. Et on nous dit que VA1 est égal à V3. Parfait. Donc, on peut commencer. On va commencer avec en A. Donc, les angles de pale au découlement relatif au rotor alpha R2, alpha R3. De même que l'angle d'écoulement alpha 2, en supposant que alpha 3 est égal à 15 degrés. Donc, on nous dit ici que alpha 3 est égal à 15 degrés. On a aussi notre coefficient d'écoulement, donc phi, qui est égal à V sur VA sur U, qui est égal à 0,8, qui est une valeur typique pour un coefficient d'écoulement dans une turbine. Donc, on nous demande de tracer schématiquement les triangles des vitesses. Donc, on peut, déjà a priori, comme ça, on peut dessiner schématiquement le triangle des vitesses. Après ça, il va falloir faire les calculs pour déterminer les différentes vitesses. Donc, si j'essaie avec une règle. OK. Donc, je ne mettrai pas nécessairement les vrais angles, juste pour simplifier un peu simplifier un peu. Donc ici, on aurait, par exemple, ça.
Donc, juste essayer de le faire symétrique quand même. Parfait. OK. Bon. Ça donne une idée. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans le triangle de vitesse? Donc, ici, habituellement, quand on trace un triangle de vitesse au rotor, donc, je rappelle, dans les triangles des vitesses, rappel de MEC 335, triangle des vitesses, c'est pour faire le lien entre la vitesse absolue, la vitesse du repère en rotation et la vitesse relative par rapport à ce repère en rotation. Donc, de façon vectorielle, oups, ça veut dire qu'on a la vitesse absolue qui est égale à la vitesse du repère plus la vitesse relative. OK? Donc, en turbomachinerie, on va utiliser V pour la vitesse absolue. On va utiliser U pour la vitesse du repère en rotation. Ici, le repère, c'est la vitesse du rotor, la vitesse du métal, la vitesse des aubes, plus VR pour vitesse relative. Donc, évidemment, on a la même logique qui va s'appliquer tant à l'entrée qu'à la sortie. Oups. Copier-coller. Bon, il ne veut pas. Donc, pour y arriver, donc on va avoir la station 2, 2 et 2. Donc ici, on va avoir U. En fait, on voit ici que si on trace nos flèches pour le triangle des vitesses, peut-être dans une autre couleur, juste pour... donc, la vitesse U est dans cette direction-là ici. Comme ça ici. Et on va avoir ici, comme ça. Donc, ça ici, ça nous fait V2. Ça ici, ça va être VR2. Comme ça ici. Donc, peut-être que je pourrais mettre tout en rouge. Ça va peut-être être un peu plus facile à suivre. Donc, comme ça. Donc, on a un triangle de vitesse ici qui représente l'entrée du rotor. Donc, on l'a ici. Donc, ça nous fait 1, 2 et 3. Et maintenant, si on utilise par exemple une autre couleur, peut-être un petit peu trop, utilisons un bleu. Et celui-là ici. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que si je reviens avec du blanc, donc U2, donc U va être égal à U2 qui va être égal à U3, hein, parce que c'est un vecteur commun pour les deux triangles de vitesse. Donc, lui, en fait, peut-être qu'on pourrait le remettre en blanc étant donné qu'il est commun aux deux. OK. Et donc, ici, ce qu'on va voir, c'est que notre vecteur V3
Donc, il va être dans cette direction-là ici. Et on a le vecteur V, R3, qui va pointer dans cette direction-là ici. Donc, il faut faire attention qu'on respecte bien la logique initiale. Donc, si tout ça ici représente le rouge, on va avoir, oups, c'est pas ça que je veux. Donc, on va avoir V3 qui est égal à U3 plus VR3. OK? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le vecteur V3 est égal au vecteur VR3 plus U3. Même chose pour la station 2. Donc, on a le vecteur V2 qui est égal à VR2 plus U2. Donc, les angles ici, les angles, c'est toujours par rapport à la direction axiale. Donc, si je reprends ma règle, environ à 90, comme ça. Donc, en blanc, donc on a ça ici. Donc, ce qu'on va avoir, donc l'angle avec VR2, c'est notre angle relatif, donc alpha R2 comme ça ici. Et l'angle par rapport à V2, c'est notre angle d'écoulement V2, alpha 2. Okay? Et c'est la même logique qui s'applique de l'autre côté. Donc, on va avoir alpha 3, qui est l'angle par rapport à V3. Et on va avoir alpha R3, qui est l'angle par rapport à la vitesse relative. Donc, à partir de là, c'est purement la trigonométrie. Donc, comment on fait pour trouver les différentes relations entre V, VR ou U. Donc, notez que, bon, ça c'est le triangle de vitesse. Hein, les triangles, ici, il y a deux triangles de vitesse. Je répète, V2 qui est égal à U2 plus VR2. Mais notre vecteur V2, comme le vecteur VR2, peut être décomposé selon une composante tangentielle et une composante axiale. Okay? Donc, c'est ici peut-être que je pourrais écrire V2, mais avec un trait plus fin pour mettre en évidence les composantes. Donc, j'avais par exemple ici oups, ça peut écrit. Comme ça ici. Et comme ça ici. Bon, en fait, on pourrait continuer lui ici, là, comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit trait-là ici, ça se trouve être V A2. Donc, ça, c'est VA2. Et lui, ici, ça se trouve à être, donc, indice A pour dire la composante axiale. Et ici, on va avoir VU2. Donc, U pour dire que c'est la composante tangentielle. Donc, on peut avoir la même logique pour VR. Donc, on peut avoir VRA2 et on peut avoir VRU2. OK? Donc là, je ne les mettrai pas toutes sur le schéma, sinon ça va juste devenir trop lourd puis ça sera un peu difficile à suivre. Donc, pensez-y lorsque vous faites les décompositions dans votre triangle de vitesse. Vous pouvez manipuler autant que vous voulez les différentes composantes des triangles de vitesse. OK, donc ça ici, c'est notre triangle de vitesse. Donc, gardez ce schéma-là en tête. Ça vous va être pratique pour déterminer les différentes
relation mathématique. Donc, si on revient à la question 1A, donc, avec justement les triangles de vitesse, donc peut-être aussi mettre en évidence comme quoi que VA2 est égal à VRA2. OK? Donc, c'est pour ça que, et même la même chose ici, on peut dire que VA3 est égal à VRA3. Et on avait dit que VA2 est égal à VA3. Donc, tout ça pour dire qu'au final, les vitesses axiales sont uniformes partout, qu'on soit à la station 2 ou à la station 3. Donc, tout ça fait que on va utiliser juste VA pour les composantes axiales. Parfait. OK. Donc, à partir, quoique peut-être que je pourrais mettre comme ça ici, on va avoir le triangle de vitesse. Donc, pour continuer en A, on va dire qu'on a VA qui est égal, non, pas de suite, VA tangente de alpha 3 est égal à VA tangente de alpha R3 moins U. Okay? Donc, encore une fois, c'est purement de la trigo. Donc, ça nous permet de déterminer que tangente alpha 3 est égal à tangente alpha R3 moins U. Je reprends mon U. U sur V1. Parfait. Donc, ça ici, on reconnaît ici que U sur VA, ben, c'est directement lié à notre coefficient d'écoulement. Donc, en fait, on a VA sur U. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 1 sur phi. Et voilà, donc c'est pas mal ça. Donc, ça veut dire que maintenant, si on veut trouver alpha 3, ça va être tangente moins 1. Oups, plutôt alpha R3, tangente alpha R3, comme ça ici. On va avoir tangente moins 1 de 1 sur phi plus tangente alpha 3. Et maintenant, si on évalue, donc si on évalue numériquement, ça veut dire qu'on va avoir tangente à la moins 1 de 1 sur 0,8. Ça, c'était donné dans l'énoncé directement. Plus tangente de 15 degrés. Et ça va nous donner, 56,6 degrés. Fait. Donc, par la suite, alpha R2, ça, c'est déjà donné dans l'énoncé. Donc, alpha R2, c'est déjà donné 24,5 degrés. Donc, tout ça ici, ça va être essentiel pour tracer notre triangle de vitesse, ou en fait, de quantifier les angles dans notre triangle de vitesse. Donc, on a alpha R2, alpha R3. Maintenant, on voudrait trouver alpha 2. Donc, alpha 2. Donc, alpha 2 va être égal ça va être égal. Oups, on va écrire l'équation pour commencer. Donc, tangente alpha 2 est égal
à 1 sur phi plus tangente alpha R2. Comme ça ici. Et donc là, ici, à partir de ça, on peut isoler alpha 2 qui va être égal à tangente moins 1 de 1 sur 0,8 plus tangente de 24,5. Et ça ici, ça va nous donner 59,6 degrés. Donc c'est ici, c'est un autre angle qui va nous être utile pour déterminer notre triangle de vitesse. Parfait. Est-ce qu'il nous demandait autre chose? On demandait les angles de pale. Donc, on les a tous. Parfait. Donc, si on continue en B, ici en B, donc la surface des aires de passage A1, A2, A3, voilà. Donc, ça ici, il faut faire attention à les aires de passage, c'est les surfaces annulaires. Donc, des surfaces annulaires. Donc, ça veut dire que c'est en B. Donc, ça, c'est la surface par laquelle le fluide ou l'air va passer. Donc, le fluide va passer à travers cette surface-là ici. OK? Donc, c'est ici, je vais zoomer un peu. Donc, c'est ici, c'est R à la racine. Et c'est ici, on a R indice T. Donc, pour type, pour le bout de l'ailette. Okay? Donc, le fluide est contenu dans la surface hachurée. OK, pour y arriver. Donc, on va faire ce calcul-là pour les stations hop, A1, A2 et A3. Donc, dans ce contexte-là, on va avoir besoin des équations de conservation de la masse, l'équation des gaz parfaits, l'équation de conservation d'énergie et des relations des triangles de vitesse qu'on a déterminées précédemment en A. Donc, pour commencer, donc A2, commençons avec A2, parce qu'on a plus d'informations à la station 2. Donc, on sait que ça va être le débit massique divisé par ρ2 fois VA2. Donc, toujours prendre la vitesse axiale lorsqu'on fait la conservation de la masse. Donc, ça, c'est. Je vous invite à pouvoir revoir vos notions de volume de contrôle, de conservation de la masse de MEC 335. Donc, le débit massique en tant que tel, on l'a. Par contre, on n'a pas la masse volumique et la masse volumique, elle va se trouver via l'équation des gaz parfaits. Donc, ρ2 va être égal à P2 sur R T2. Donc, on n'est pas plus avancé parce qu'on n'a pas P2, on n'a pas T2. R est une constante, on l'a. Donc, T2 va être déterminé à partir de l'équation de conservation d'énergie. Donc, T2 qui est égal à T02 moins V2 au carré sur 2 CP. Donc, avec les propriétés de stagnation, donc, entre autres la température. Donc, c'est important, on avait vu ça dans les exercices précédents, comme quoi
dans les écoulements entrants sortants, quand il n'y a pas de travail qui est fait, les températures de stagnation sont conservées. Donc, le stator ne fait aucun travail, c'est le rotor qui fait tout le travail. Donc, c'est important de noter que T01 est égal à T02. Donc, si on revient ici, comme ça ici, ça veut dire que on a T02 qui est égal à T01. On a V2, ça ici, ça, on va l'avoir avec notre triangle de vitesse. Donc, V2, c'est égal à VA2 cos de alpha 2. Maintenant, on n'a pas VA2. On n'a pas VA2, mais on peut le trouver via notre équation du coefficient d'écoulement. Donc, VA2 est égal à phi fois UM. Donc, pour dire au rayon moyen. Et donc, on se trouve à déterminer que, en fait, on peut l'écrire sur la même ligne pour gagner un peu d'espace. 0,8 multiplié par 325. Et ça, c'est égal à 260 mètres par seconde. Donc, 260 mètres par seconde. Et ça va nous permettre de trouver V2. Donc, V2 va être égal à 260 divisé par cos de alpha 2 qu'on a trouvé précédemment. Donc, 59,6. Et donc, ça va nous donner 513,8 mètres par seconde. 513,8 mètres par seconde. Donc, maintenant qu'on a V2, on va pouvoir déterminer T2. Donc, T2 est égal à 1200 moins 513,8 au carré divisé par 2 fois le CP. Ici, notre CP est égal à 1148. Donc, ça ici, ça va nous donner un T2 de 1085. OK? Donc, maintenant qu'on a T2, on peut essayer d'évaluer ρ2, mais en fait, on ne connaît pas encore P2. Est-ce qu'on connaît P2? Est-ce qu'il était donné dans l'énoncé? Oui, P2 était donné dans l'énoncé. Donc, 391,4. Donc, avec P2, 391,4 kPa. Donc, on peut être en mesure de déterminer ρ2. Donc, ρ2 est égal à 391,4. Ici, faire attention de convertir ça en pascal. Divisé par 287, qui est la constante des gaz parfaits, en fait, de la constante de l'air. 287. Et ici, R, qui est égal à 1085. Et ça va nous donner une masse volumique de 1,257 kg par mètre cube. Et maintenant, on peut déterminer notre aire de surface A2. Donc, A2 est égal à 15 divisé par 1,257 multiplié par VA2. VA2 qu'on on l'avait calculé précédemment, qui est 260.
Et donc ça nous donne 0,0459 mètres carrés. Donc, de façon similaire, on va faire A1. Donc, de façon similaire, on peut l'écrire à côté ici. Donc, A1 va être égal au débit massique divisé par ρ1 fois VA1. OK. Donc, ici, particularité à l'entrée, on nous a dit qu'on avait un angle d'écoulement qui est égal à 0 degré. Donc, alpha 1 est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que VA1 est égal à V1. On nous a dit aussi que V1 est égal à V3 dans l'énoncé. Et on sait que VA2 est égal à VA3, qui est égal à 260 mètres par seconde. Donc, avec tout ça, on peut déterminer, euh, VA3. Donc, VA3 qui va nous donner VA1. Donc, VA1 qui est égal à V1 qui est égal à V3, qui est égal à VA3 divisé par cos alpha 3. Et donc, c'est ici, ça va nous donner VA3 qui est 260 divisé par cos de alpha 3. Et alpha 3, ça, c'était donné, on était à 15 degrés. Et donc, ça ici, comme calcul intermédiaire, 269, 269,2 mètres par seconde. Mètres par seconde. Parfait. Et on sait que V1 est égal à VA1. Okay? Donc, c'est ici VA1 qui est égal, je peux l'écrire comme ça ici. Donc, VA1 qui est égal à V1 et V1 est égal à V3 et V3 est égal à VA3 sur cos de alpha 3. Parfait. Donc, on a la vitesse VA1. Il nous reste à déterminer ρ1. Donc, ρ1 va être obtenu avec l'équation des gaz parfaits. Donc, P1 divisé par RT1. Donc, T1 va se déterminer de façon similaire à ce qu'on avait précédemment. Donc, T1 va être égal à T01 moins V1 carré sur 2CP. Conservation d'énergie. Donc, ça ici, on peut déterminer directement. On a T01 qui est égal à 1200 moins V1, c'est ici, on l'a calculé à 269,2. 269,2 au carré, divisé par 2 fois CP. Et la CP, c'est 1148. Ce qui nous donne une température de 1168. 1168,4 Kelvin. OK. Donc, à ce stade-ci, pour trouver, il nous manque ρ1. Pour trouver ρ1, on avait besoin de P1 et T1. On a trouvé T1, donc maintenant, il nous reste P1 à déterminer. Donc, P1 va se trouver avec une relation isentropique. Donc, P1, on peut y aller ici. Donc, P1 sur P01.
Donc, notez que de la propriété statique à la propriété de stagnation, c'est une évolution isentropique, par définition d'une propriété de stagnation. Donc, T1 sur T01 exposant gamma sur gamma moins 1. Donc, on a tout. On peut évaluer. En fait, on va venir isoler notre P1 qui est égal à P01, T1 sur T01, gamma sur gamma moins 1. Et ça nous donne 600 multiplié par le ratio de 1168,4 divisé par 1200. Et comme on est dans la turbine, les gaz chauds, donc la constante des gaz ici, Cp sur Cv, qui est égal à gamma, 1,33 divisé par 1,33 moins 1. Ça va nous donner un P1 qui va être égal à 538,8 kPa. OK? Donc là, en principe, on a tout pour déterminer ρ1. Donc, ρ1 va être égal à 538,8 fois 10 à la 3 divisé par R. Ici, R, c'est 287. Fois T1. Et T1 est de 1168,4. Et c'est ici, ça nous donne 1,607 kg par mètre cube. Donc, A1 va être égal à 15 divisé par 1,607 fois 2, 6, 9,2. Ce qui donne 0,0347 mètres carrés. Fait. Donc, c'est ici notre démarche pour A2. Pour A3, donc ici A3, on va... Oups. On va avoir une démarche similaire. Par contre, il va y avoir quelques différences. Donc, A3, c'est toujours la même chose. C'est le débit massique divisé par ρ3 fois VA3. Donc, ρ3, comment on va faire pour trouver ρ3? Donc, pour ça ici, on va avoir besoin, encore une fois, de l'équation des gaz parfaits. Donc, P3 divisé par ART3. Donc, pour trouver T3, on va avoir besoin de la conservation d'énergie. T3 moins V3 au carré divisé par 2CP. OK. Donc, on a besoin de connaître T03. Donc, pour trouver T03, en fait, on n'aura pas le choix de passer par la puissance
qui va être extrait de la turbine qui est donnée, parce que c'est la seule façon de quantifier la variation d'énergie entre l'entrée et la sortie du rotor. Donc, le travail fait par la turbine, qui est uniquement au rotor, donc ici, on va avoir WT pour le travail fait par la turbine, va être égal à CP, qui multiplie T03 moins T0, T01 moins T03. OK? Et T03 ici, donc T03, si on isole, ça va nous donner T01 moins WT sur CP. Donc, avec la puissance qui est donnée dans l'énoncé, donc ici mon P curviligne, ici c'est pas de la pression, mais c'est de la puissance au compresseur, ça va être égal au débit massique multiplié par le travail spécifique ici. Tantôt je disais travail, mais c'est travail spécifique pour la turbine. Voilà. Et donc, on peut isoler notre travail de la turbine ici avec P au compresseur divisé par le débit du compresseur. Et donc, c'est ici, on peut évaluer tout de suite. Donc, ça va nous donner 2500 fois 10 à la 3 divisé par 15. Divisé par 15. Et ça va nous donner 166 fois 166,7 fois 10 à la 3 joules. Donc, T03, maintenant, donc on connaît, maintenant qu'on connaît WT, on va être en mesure d'évaluer T03. Donc, T03, ça va être égal à T03. Donc, on connaît déjà notre T01 qui était 1200. Donc, on connaît T01. On vient de déterminer le travail fait par la turbine, donc 166,7 fois 10 à la 3, divisé par, euh, divisé par le CP qui est de 1148. 1148. Ça va nous donner un T03 qui est égal à 1054,8 Kelvin. Et maintenant qu'on connaît notre T03, on peut venir évaluer T3. Donc, T3 va être égal à T03, donc 1054,8 moins V3, donc 269,2 au carré, divisé par 2 fois 11, 1148. Et ça donne 1023,2 Kelvin. Donc, on connaît R, on connaît T3. Il nous reste P3 à déterminer. Non, P3 était déjà donné. Donc, P3 qui est donné à 303,1 kPa. Et donc, ça nous permet d'évaluer ρ3. Donc, avec 303,1 kPa fois 10 à la 3.
divisé par R qui est égal à 287 et T3 qui est égal à 1023,2. Et ça va nous donner, ça va nous donner 1,032 kg par mètre cube. Donc, prochaine étape, venir évaluer A3. Donc, A3 va être égal à 15 divisé par ρ3 qu'on vient juste de calculer, 1,032, multiplié par VA3. VA3, on l'avait déjà déterminé précédemment, c'était 260 mètres par seconde. Et ça nous donne 0,0559 mètres carrés. Parfait. Et maintenant, pour finir, en C, donc c'est ici, c'était en B. Donc en B, on avait A2, après ça A1 et après ça A3. Donc si on continue en C, donc le nombre de Mach en sortie du stator, donc on va avoir le MA2. Donc MA2, on sait que c'est égal à V2 sur A2, où A2 est la vitesse du son. Donc A2 qui est égal à gamma R T2. Donc c'est ici V2, on connaît déjà. Donc ça fait 513,8 divisé par 1,33 fois 2,87 fois 1085. Tout exposant une demi. Donc ici, ça va nous donner 0,8, ce qui fait qu'on est subsonique en passant, ce qui est généralement une bonne chose. OK. Donc, notre nombre de Mach est égal à 0,8. Donc, après ça, on nous demandait le ratio RT sur RR et en ratio PM sur P3 et P01 sur P03. OK. Parfait. C, D. Donc, pour y arriver, on va commencer avec les différents ratios RT sur RR. Donc, on va se développer une équation générique. Et cette équation-là générique va nous permettre justement d'avoir une approche un peu plus systématique qui va être un peu plus efficace. Donc, le rayon moyen va se trouver, donc, tous nos calculs se font au rayon moyen, RM.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 fois le rayon moyen est égal, 2 fois le rayon moyen est égal à RT, RR pour commencer, plus RT, comme ça ici. Okay? Ça, c'est assez direct. Donc, H, la hauteur des ailettes, ça va être rayon en bout d'ailette, le T, RT, moins R à la racine. Donc, si ça ici, c'est notre équation 1 et ça ici, c'est notre équation 2. Donc, si on fait l'équation 1 plus 2, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2 R M plus H qui est égal à 2 RT. Donc, c'est ici, on va l'appeler équation A. Et maintenant, si on fait équation 1 moins équation 2, ça va nous donner 2 R M moins H qui est égal à 2 fois R R. Ça, on va l'appeler l'équation B. Maintenant, si on fait notre équation A sur B, donc ça va nous donner quoi? Ça va donner R T sur R R qui est égal à 2 R M plus H divisé par 2 RM moins H. Donc, cette équation-là va nous permettre justement d'avoir une approche un petit peu plus directe. Donc, nous, ce qu'on va vouloir déterminer, c'est RT sur R évalué à la station 1. RT sur R évalué à la station 2. RT sur R évalué à la station 3. Donc, on sait que U moyen, la vitesse de rotation au rayon moyen, est égale à 2 pi n divisé par 60 fois R m. Et donc, c'est ici, ça nous permet d'isoler RM qui donne 60 divisé par 2 pi n fois UN. Et c'est ici, on peut évaluer, ça va nous donner 60 divisé par 2 pi fois 18 000 multiplié par 325. Et ça nous donne 0. Ça va nous donner 0,172 mètres. Donc maintenant, on connaît notre rayon moyen et on sait que ce rayon moyen-là est constant à travers notre turbine, ce qui est un peu un critère de conception ou une contrainte dans notre énoncé.
Donc, avec un peu de géométrie, on peut montrer que H est égal à A divisé par 2pi r m. Et on peut venir évaluer la hauteur des ailettes pour chacune des stations. Donc, on va avoir H1 qui est égal à A1 divisé par 2pi r m. On va avoir R2 qui est égal à A2 qu'on a calculé précédemment, 2pi r m. Et on va avoir A3 ou H3 qui est égal à A3 divisé par 2pi r m. Donc, basé sur les chiffres qu'on avait précédemment, donc ça nous donne 0,0347 divisé par 2pi fois 0,172. Donc ça va nous donner 0,0320 mètres. Ici, on va avoir 0,0459 divisé par 2pi fois 0,172. Ce qui va nous donner 0,0424. Oups. 0,424 mètres. Et puis ici, on va avoir A3 qui était égal à 0,0559 divisé par 2pi fois 0,172. Et ça, c'est égal à 0,0516 mètres. Donc ça, c'est pour la hauteur des ailettes. Donc maintenant, si on veut avoir le ratio RR, en fait, on va avoir le ratio RT sur RR. RT sur RR à la station 1. Donc 2 fois RM avec l'équation qu'on a développée précédemment, plus H1 divisé par 2 fois RM moins H1. Donc ça ici, ça va nous donner 2 fois 0,172 plus 0,0321 divisé par 2 fois 0,172 moins 0,0320. Et ça va donner 1,205. Donc, c'est un ratio, il n'y a pas d'unité. Donc, RT sur RR à la station 2, 2RM plus H2 divisé par 2RM moins H2. Pour ça, ici, je vais vous donner la réponse directement. 1,280. Et ART sur RR à la station 3, 2RM plus H3 divisé par 2RM
M moins H3. Et ça devrait donner 1,352. OK. Donc, les ratios, on fait quelques équations génériques, puis après ça, on les réutilise 3 fois. Donc, ça, c'est ce qu'on nous demandait. Puis, pour finir, c'est bien la fin après, on nous demande les ratios de pression. Donc, P1 sur P3. Oups. Donc, en E, on demande P1 sur P3 pour commencer. Donc, ça, c'est assez direct parce qu'on connaît déjà les valeurs. Donc, 538,8. Bon, c'est en KPA, mais en ratio, ça ne change rien. Divisé par 303,1, ce qui nous donne un ratio de 1,78. Donc, ça, c'est fait pour le ratio. Après ça, on nous demande... Donc, après ça, on nous demande le ratio P01 sur P03. P01 sur P03, et on nous demande aussi le rendement. Bon, gardons en tête qu'on veut le rendement aussi. Et le rendement. Et le rendement isentropique de la turbine. Le rendement isentropique de la turbine, c'est T01 moins T03 divisé par T01 moins T03S. Donc, on peut manipuler un peu algébriquement l'équation. Donc, ça fait T01 je vais pas dire égal directement. T01 moins T03 T01, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 moins T03S sur T01, comme c'est ici. Et on peut continuer pour faire apparaître un ratio de pression. Donc, T01 moins T03 de T01 qui multiplie 1 moins P03 sur P01. Le tout exposant gamma moins 1 sur gamma, comme ceci. Et ça ici, les pressions, on peut s'en tirer un peu plus facilement. Donc, on connaît la pression statique en 3. Donc, on peut en déduire les propriétés de stagnation. P03 va être égal à P3 qui multiplie 1 plus gamma moins 1 sur 2, nombre de Mach en 3 au carré, le tout exposant gamma sur gamma moins 1. Ouais, sur gamma moins 1. Donc, on avait déjà P03, le nombre de Mach en 3, donc on connaît P3 qui est égal à 303,1 kPa. Et le nombre de Mach en 3 va être égal à
V3 divisé par gamma RT3. Par contre, c'est bon, on connaît déjà V3 et on connaît déjà T3. Donc, V3, c'était 269,2 divisé par ici gamma qui est égal à 1,33, R qui est égal à 287 et T3 qui est égal à 1023,2, on l'avait déjà calculé précédemment. Et ça nous donne un nombre de Mach qui est égal à 0,43. Donc, on est capable d'évaluer maintenant P03. Et ça, c'est égal à 303,1. 1 plus 1,33 moins 1 divisé par 2 multiplié par 0,43 au carré. 1,33 sur 1,33 moins 1. Et ça va nous donner P03 qui est égal à 342. KPA. Donc, on peut trouver notre rendement. Donc, ça fait, avec tout ça, ça fait, donc T01 est égal à 1200. On a T01 qui est égal à 1200 et T03 qui est égal à 1054,8. 1054,8. Le tout divisé par 1200, 1 moins qu'est-ce qu'on avait? P03, donc P03 c'est 342 divisé par P01 et P01 c'est 600. Parfait. Mais les pressions sont exposant 1,33 moins 1 divisé par 1,33. Et ça va nous donner un rendement de 0,93, qui était la réponse demandée. Et le ratio, P01 sur P03, donc on l'a ici, c'est 600 divisé par 342, qui est égal à 1,75. Voilà. Donc ça complète notre exercice. C'était quoi, chapitre 4? 4.1. Je vous laisse faire le 4.2 par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée.